Monsieur Riester. La parole est à Monsieur Thierry Braillard pour le groupe RDP pour 10 minutes. Bon, je reviendrai. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. En septembre 2012, avec mes collègues radicaux de gauche et sous l'impulsion de notre Président, Roger Gérard Schwarzenberg, nous avions déposé 2 propositions de loi visant à abroger le mode de nomination des présidents des sociétés de France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Vous comprenez mieux, Madame la Ministre, pourquoi vous pouvez compter sur notre soutien sans faille sur ce projet de loi. Nous n'avons jamais accepté la décision politique de Nicolas Sarkozy de retransférer du CSA à l'Élysée le pouvoir de nommer les présidents de l'audiovisuel public. Comme je l'ai expliqué en commission, ce fut un véritable retour vers le passé, un bond en arrière de 30 ans, puisque nous revenions à la situation antérieure à 1982. Et l'argument que la loi organique du 5 mars 2009 mettait fin à une hypocrisie est inacceptable et insultant. Insultant par rapport aux efforts qui ont été faits pendant des années pour couper ce fameux cordon ombilical qui avait existé par cette fameuse ligne téléphonique directe entre l'Élysée ou le ministère de l'Information et la télévision publique, ou l'Office de radiodiffusion et télévision française, l'ORTF, qui était sous la tutelle du ministre de l'Information. Si la loi du 7 août 1974, qui a mis fin à l'ORTF et a divisé en 6 organismes, dont une société de radiodiffusion, Radio France, et 3 sociétés de télévision, TF1, Antenne 2 et FR3, chacune d'entre elles restait dirigée par un président nommé en Conseil des ministres. Ainsi, avec la droite, les responsables de l'audiovisuel public dépendaient pour leur nomination du pouvoir politique et apparaissaient vulnérables à ces pressions. Faisons un peu d'histoire. La loi Fillou du 29 juillet 1982 va instituer la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, chargée de nommer les présidents des chaînes publiques et de veiller à l'indépendance de l'information. Pour la première fois, la nomination des présidents de chaînes échappait au pouvoir exécutif. Cela a constitué une étape très importante vers l'indépendance et cette situation durera pendant 27 ans, de 1982 à 2009, même si différentes autorités de régulation de l'audiovisuel se sont succédées. En 1986, vous vous en souvenez, la fameuse communication nationale de communication et François Mitterrand laissait les 3 points de suspension, mais il fallait bien dire des libertés, c'était son nom. En 1989, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, autorité indépendante, qui garantit l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision. Et puis, tout ce travail a été mis à mal par M. Sarkozy, toujours attentif aux médias publics et privés, et ayant du mal à accepter cette indépendance des médias. C'est ce qui s'est passé en matière d'audiovisuel sous le précédent quinquennat et ce qui nous amène à dire « plus jamais ça ». Plus jamais ça. La liberté d'information est tellement importante et la multiplicité des moyens d'information à travers le numérique nous amène à penser qu'il était vain de croire qu'on pouvait museler la télé par cette reprise en main de l'Élysée avec un CSA qu'on souhaitait aux ordres. C'est pourquoi, outre le pouvoir de nommer des présidents, il fallait également modifier le mode de désignation des membres du CSA pour le rendre encore plus autonome. Le fait de désigner les membres du CSA par le Parlement à une majorité qualifiée des 3/5 des commissions des affaires culturelles est donc une excellente chose. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler ce que je considère comme un scandale, qui est celui de l'attribution des 6 nouvelles chaînes de télévision en haute définition sur la TNT à la suite du fameux, je dirais plutôt du fumeux, appel de candidature du 18 octobre 2011, avec, pour tout candidat, un passage obligé par l'Élysée. Si d'aucuns estiment que la gravité de l'accusation selon laquelle tout cela était pipé et les choix opérés d'avance, et je me souviens de l'interpellation en commission de M. Riester, je l'invite donc, et je les invite, à lire un dossier extrêmement fourni et complet
sur le projet de facto qui n'a pas été retenu. Et ce dossier complet, mes chers collègues, est lisible sur le site Lyon Capitale, sous la plume teintée d'amertume, et on peut le comprendre, de M. Didier Maisto, et qui explique comment on l'obligeait à prendre des spécialistes de l'audiovisuel qui, paraît-il, pénétraient mieux les portes de l'Élysée, que suite à cela, il fallait passer par l'Élysée, qui, bien sûr, posait quelques conditions, avant d'avoir hypothétiquement une des 6 chaînes attribuées. Plus jamais ça. Madame le ministre, ce sont des temps qui ne sont pas aussi lointains qu'on veut bien le penser. Il ne fallait pas revenir jusqu'à Maximilien Robespierre. Ça datait d'il y a 2 ans, chers collègues. Et il y a 2 ans, ça se passait encore comme ça dans notre pays. Plus jamais ça. Nous n'en voulons plus. Et le projet de loi va donc dans le bon sens, puisqu'il modifie en profondeur le mode de nomination des membres du collège du CSA, chargé de désigner les présidents des 3 sociétés nationales de programme. Il donne aussi au CSA un rôle de contrôle de l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens, ce qui semble logique dans le souci d'harmoniser les relations entre les chaînes publiques et les chaînes privées. Les radicaux de gauche sont aussi très attachés à l'existence pérenne, au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'un médiateur pour la circulation des œuvres. Nous avions déposé un amendement en ce sens qui a été retoqué au titre de l'article 40, comme beaucoup d'amendements, semble-t-il, mais nous soumettrons à nouveau cette proposition de légaliser cette fonction essentielle pour le devenir de la production française. De plus, le rôle du Parlement reste important, puisque, en plus de nous prononcer sur les candidatures du CSA, nous aurons à apprécier un rapport d'orientation des présidents de Société de France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, comme quoi les rôles des parlementaires seront renforcés de ce projet de loi. Un mot enfin sur la procédure de sanction mise en place par le présent projet, qui, après les amendements acceptés en commission, apparaît efficace et respectueuse du principe du contradictoire. C'est donc avec une ferme détermination que nous soutenons ce projet, qui a été bien travaillé en commission, et je profite d'ailleurs pour en remercier l'excellent rapporteur de ce projet. Et pour conclure, j'aimerais dire à mes collègues de l'opposition que j'ai peu d'espérance sur leur changement de mentalité envers l'indépendance de l'audiovisuel. J'entendais l'autre jour un jeune représentant d'un des courants de l'UMP qui s'appelle la droite forte, ça me rappelle d'ailleurs un slogan qui n'a peut-être pas porté chance, me semble-t-il, ce représentant de la droite forte, je dis, veut instaurer un quota de journalistes de droite dans le service public de l'audiovisuel. Comment peut-on, mes chers collègues, en 2013, dire des choses pareilles? Comment peut-on, en 2013, penser que la télévision publique a comme vocation d'irriguer politiquement les téléspectateurs? Ça me fait penser à une équipe de foot qui perd un match et qui justifie sa défaite à la fin de ce match par les erreurs de l'arbitre. Si Nicolas Sarkozy a perdu en 2012, chers collègues, ce n'est pas à cause de l'arbitre. Par contre, nous, c'est l'honneur de ce projet de loi de renforcer l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre. Je vous remercie. Merci.